Pardon. Bonjour à tous. Donc, audace et curiosité, vous nous avez invités sur le thème « Le remède à l'ennui, c'est la curiosité ». Et bien, en fait, c'est tellement vrai quand on parle d'alimentation. La curiosité, c'est directement le plaisir. Et le plaisir, comme vous le savez tous, c'est la première attente quand on parle d'alimentation. Donc oui, le plaisir et l'audace vont évidemment de pair. Donc samedi, je vais ouvrir le Cial, finalement. Beaucoup d'entre vous peut-être connaissent, mais en tout cas, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba pour tous ceux qui sont fans d'alimentation. C'est la caverne d'Ali Baba parce que c'est le plus grand garde-manger au monde. Pour vous donner quelques chiffres, on va avoir 450 000 produits sur les étagères du Cial. 450 000 produits, c'est assez impressionnant. En fait, c'est une centaine de supermarchés qui sont mis bout à bout. Ça correspond quelque part à une quarantaine de terrains de foot, si vous voulez avoir une image un petit peu de la taille de cet événement. Donc énormément de produits. C'est 7000 exposants qui vont venir présenter leurs produits. Ils représentent 130 pays. Et donc vous allez vraiment ouvrir les yeux sur la plus grande offre alimentaire au monde possible. Donc évidemment, quand on vient au Cial, on est là pour le business, pour le networking, mais on est aussi beaucoup là pour découvrir les produits. Et donc je vous invite évidemment, si vous avez la chance de venir, à être très ouvert, curieux et du coup audacieux pour aller goûter l'ensemble de ces produits. Alors, l'édition du Cial, nous avons choisi comme fil conducteur Own the Change. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on the change? On est évidemment dans un contexte qui est très compliqué. On sort de 3 ans où on a enchaîné finalement les crises, entre les crises sanitaires évidemment, mais aussi les crises économiques, politiques, les crises écologiques, les crises de sens quelque part, puisque le consommateur est de plus en plus en questionnement. Et donc, dans cet environnement compliqué, finalement, il y a 2 postures possibles. Soit l'attentisme, on ne bouge pas, on attend que ça passe. Soit au contraire, on va de l'avant et on cherche à justement profiter finalement de la crise et en faire un accélérateur finalement de changement. Et c'est un peu ça le motto de notre édition, c'est essayer de fédérer l'ensemble des énergies positives pour vraiment capitaliser sur ce moment de crise pour accélérer finalement la transition alimentaire. Donc c'est un accélérateur de changement et dans ce changement, évidemment, les audacieux seront au final les gagnants. Donc, ce qui est certain, c'est que si la crise actuelle apporte énormément d'incertitudes, en fait, le moyen terme, lui, il est très clair. Il n'y a pas tellement d'incertitudes sur le moyen terme. Et ce qu'on raconte depuis déjà plusieurs années, c'est le défi mondial de l'alimentation. Et quelque part, c'est à horizon 2040-2050, c'est 10 milliards d'habitants. Et 10 milliards d'habitants, c'est 10 milliards de bouches à nourrir. Et donc, c'est un besoin évident de produire beaucoup plus. Quelque part, il faudrait pratiquement produire 2 fois plus pour être capable de répondre à cette demande. Et ça, on sait tous que quelque part, la Terre ne supportera pas de produire 2 fois plus. Donc forcément, la transition alimentaire, elle est absolument nécessaire. Donc pour ce changement, on souhaite vraiment que tous les acteurs de l'agroalimentaire soient engagés et ne subissent pas quelque part le changement, mais soient engagés et deviennent vraiment des acteurs. Pour cela, il faut évidemment oser, il faut s'engager, et il faut du coup, la recommandation évidemment pour tout le monde, c'est fuir les ventres mous. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à un moment où il faut vraiment avoir des partis pris assez forts pour pouvoir convaincre le consommateur. Celui qui est un petit peu en eau tiède, finalement, il va arriver à convaincre personne s'il est ni trop sain, ni trop bon, ni trop pas cher, etc. etc. Donc l'objectif du Cial pour les 5 jours à venir, ce sera évidemment d'embarquer tous les acteurs et de fédérer cette énergie positive. Donc les choix audacieux, clairement, feront les victoires de demain. C'est aujourd'hui que se préparent les parts de marché de demain. Donc on m'a demandé de vous faire un petit point sur les innovations et les tendances qui ressortent. Évidemment, on a 450 000 produits, donc c'est un échantillon absolument phénoménal de l'offre alimentaire mondiale. On a à peu près sur le salon 10% des innovations qui sont présentées, 10% de l'innovation mondiale. Et ça donne un peu un défilé justement de cette innovation alimentaire. Donc on a quelques enseignements qui sont assez forts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on mène des études depuis très longtemps et du coup, la récurrence de ces études nous permet de voir comment profondément le consommateur évolue. Donc la première chose, c'est que le consommateur, il a vraiment changé. Il a vraiment changé. C'est un changement qui s'est amorcé depuis plusieurs années, mais à travers ces années Covid, finalement, le changement s'est accéléré. Aujourd'hui, on a 7 consommateurs sur 10
qui affirment avoir changé leurs habitudes alimentaires pour aller vers davantage de bien manger. Et sur ces 7 sur 10, finalement, on a même 3 sur 10 qui disent avoir radicalement changé leurs habitudes de consommation. Donc c'est certainement un peu surestimé comme statistique. En déclaratif, les gens sont toujours plus audacieux peut-être que dans la vraie vie. Mais en attendant, c'est un vrai changement qui confirme justement ce changement dans les modes alimentaires. Donc l'effet Covid a effectivement été accélérateur avec un espèce d'effet ciseau, avec d'un côté un effet un peu anxiogène, hein, tout le monde a pris un peu peur face à cette pandémie, donc a perdu un peu de confiance peut-être dans l'avenir, a eu un petit peu peur, a pris plus conscience de l'importance de vivre en harmonie peut-être avec la nature. Ça, c'est un des aspects. Mais l'autre aspect qui a été peut-être positif dans cette période, ça a été le confinement qui a ramené les gens à la maison et qui a du coup reconnecté les gens avec la cuisine. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important et qui est assez structurant parce que du coup, le consommateur s'est remis à cuisiner, à redécouvrir les ingrédients, les bons ingrédients. Et ça lui donne encore plus l'envie de comprendre ce qu'il va y avoir dans son alimentation. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tout le monde va continuer à cuisiner tous les jours, parce qu'une fois qu'on reprend une vie plus normale, le temps manque, évidemment. Mais quelque part, c'est quand même une reconnexion qui va redonner un peu de sens. Donc les attentes consommateurs, finalement, on parlait déjà en 2018 de bons, de vrais et de sens, qui étaient un peu le triptyque gagnant pour les attentes consommateurs. Aujourd'hui, on est vraiment toujours dans d'abord le plaisir. Donc là, il n'y a pas de mystère. Dès qu'on parle d'alimentation, on parle de plaisir, de se faire plaisir, mais aussi de faire plaisir aux autres. Et c'est le plaisir, mais pas que, puisque c'est le plaisir et la santé. Hein. On fait de plus en plus le lien entre le plaisir, enfin l'alimentation et la santé. Et quelque part, le consommateur a complètement réconcilié ces deux dimensions, plaisir et santé. Il y a encore peut-être une vingtaine d'années, un produit vraiment santé devait être pas très bon finalement, parce qu'il fallait qu'il soit un peu radical. Aujourd'hui, pas du tout. Hein. Le consommateur demande plaisir et santé de manière absolument équilibrée. Donc plaisir et santé, mais aussi plaisir et responsabilité sociale et responsabilité environnementale. Donc ça pèse de plus en plus dans les consciences des consommateurs, qui sont de plus en plus justement conscients de l'impact de leur consommation sur leur environnement. Aujourd'hui, ils sont même plus attachés à l'impact social dans un premier temps, avant même l'impact environnemental. Et la dernière dimension, c'est plaisir et accessibilité. De nouveau, il n'y a pas de miracle. L'accessibilité est importante pour pouvoir faire rentrer cette alimentation de qualité dans son quotidien, et donc pas de manière trop exceptionnelle. Donc voilà un petit peu les grandes attentes portées par le consommateur, qui sont complètement renvoyées au producteur. Donc le producteur aujourd'hui fait face à cette exigence de plus en plus forte et qui est assez challengeante finalement, c'est-à-dire de un peu tout faire en même temps, puisqu'il faut non seulement être bon, mais sain, mais responsable et accessible. Donc quelques faits marquants maintenant sur les offres qui se distinguent notamment dans le panel d'innovation sur Cial Paris, l'édition qui va ouvrir samedi. Je ne vais pas vous faire le déroulé de tous les lauréats, vous les trouverez facilement dans tous les supports. Mais deux faits marquants, sans doute, le végétal et l'engagement. Donc ça, c'est vraiment deux faits qui se démarquent. Le végétal, alors là, il y a un truc qui s'impose à nous, c'est qu'un quart des innovations présentées sur le Cial cette année sont des innovations végétales et pour beaucoup des substituts. Donc ça, c'est un phénomène d'offre qui est absolument incroyable. Ce n'est pas forcément un phénomène tellement innovant, parce que finalement, les premières offres végétales se sont développées dans les années déjà 90. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Mais pour autant, on a une multiplication incroyable de l'offre des produits végétaux. Donc je disais un quart des innovations présentées sur le salon. Donc on a à ce titre évidemment une évolution des attitudes par rapport à la consommation de viande. Alors on en parle beaucoup, il faut absolument relativiser ça pour deux raisons. La première, c'est que si on regarde concrètement la part de la population qui est réellement végétarienne, végétalienne, etc., c'est 2,2%. Vous voyez que dans la réalité des faits,
on n'a pas un changement radical qui dit non, demain j'arrête de manger de la viande. Donc il faut modérer ça. Le deuxième point, c'est que cette volonté de réduire peut-être la consommation de viande, elle est peut-être très liée à nos pays aisés quelque part, l'Europe, l'Amérique, mais finalement à échelle mondiale, c'est plutôt le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a énormément de pays, notamment en Afrique ou en Asie, où finalement la consommation de viande était plutôt en retard, il va plutôt se développer. Donc on reste face à un besoin croissant de protéines et pas du tout un besoin décroissant, d'où de toute façon l'urgence de trouver peut-être des compléments ou des alternatives évidemment à la viande. Donc, par rapport à la viande, il y a effectivement, le consommateur se met en tête d'avoir que la viande présente peut-être un certain nombre de risques par rapport à la santé, par rapport à l'environnement, ou tout bêtement par rapport au bien-être animal. Donc il y a effectivement une forme de remise en cause, et ça ouvre un champ des possibles incroyable pour toutes ces offres végétales qui vont s'inscrire dans le repas, dans le cœur de repas, de plus en plus. Donc il y aura deux approches marketing possibles. La première approche, c'est un positionnement marketing de type MeToo, meat-like. Donc on est vraiment sur des produits qui cherchent à être plus vrais que vrais. Donc on cherche absolument à être en substitut. On va chercher le même goût, la même couleur, la même texture, la même saveur. Donc on est un peu dans du faux finalement, puisqu'on fait comme si on était de la viande, mais on n'est pas de la viande. On fait comme si on était du poisson, mais on n'est pas du poisson. Alors il y a énormément d'offres sur ce territoire-là. Ce qui est évident, c'est que le consommateur, à la fin, il veut quand même, je le rappelle, du plaisir, donc il faut que le goût soit au rendez-vous, mais il veut aussi des produits de plus en plus naturels, sains, moins transformés. Donc la limite de ces produits, en général, c'est éventuellement cette transformation qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir quand même un frein à la consommation, notamment sur les produits très chers. Le deuxième positionnement marketing qui est beaucoup plus intéressant, c'est quand on arrive à recréer une vraie catégorie ou un vrai nouvel usage. Et à ce moment-là, on n'est pas en train de se comparer, on est vraiment en train de créer une catégorie. Et on verra qu'on a quelques produits qui sont très intéressants à cet égard. Donc quelques produits, par exemple, qui ont été mes coups de cœur pour Social 2022. Je vais en citer trois qui sont tous un petit peu liés à l'innovation, évidemment, à l'audace. Le premier, c'est IOD, d'une compagnie qui s'appelle Zalg, donc un petit côté décalé, évidemment. Et j'ai particulièrement aimé ce produit parce que d'abord, il est sur le territoire des algues, qui est un territoire qui est finalement peu travaillé encore et qui est pourtant une vraie source de protéines. Rappelez-vous que l'océan, c'est à peu près 70% de la planète, donc il y a vraiment beaucoup à faire. Et la manière intéressante jouée par cette entreprise, c'est d'avoir vraiment réussi à sortir un produit qui est gourmand, qui a une texture et des goûts hyper intéressants, et qui s'inscrit dans un repas comme un complément qui vient pour agrémenter une salade, par exemple, sur une aide culinaire. Et donc, très intéressant parce que vraiment une vraie nouveauté dans l'usage pour nous consommateurs et pour aider tous ceux qui veulent cuisiner à avoir des aides culinaires qui leur permettent de cuisiner rapidement. Un deuxième produit, c'est peut-être Soon. Soon, c'est une société qui s'appelle Olga, anciennement Tribala, qui a développé ce produit. Et là, de nouveau, ce que j'adore dans ce produit, c'est qu'en fait, il est d'abord gourmand. C'est d'abord un produit plaisir. Et finalement, en regardant de plus près, c'est un produit qui est végétal, qui est bio, qui est végétarien, etc. Mais finalement, la clé d'entrée très réussie, c'est le plaisir et en travaillant un ingrédient qui est nouveau et qui est donc intéressant. Dernier exemple que vous pourriez découvrir sur le salon, c'est Bubble It. Alors là, ça réveille peut-être en nous un peu le gamin qui est en nous, puisque c'est un produit qui permet de faire l'eau gazeuse soi-même avec une petite poudre qu'on mélange dans l'eau. C'est absolument naturel. Et donc, ça permet évidemment d'éviter d'avoir des bouteilles en plastique et donc de faire soi-même son eau gazeuse sans beaucoup de fioritures. Donc ça, c'est intéressant. Ayez en tête que le plastique, c'est quand même le premier élément qui hérisse le poil des consommateurs. Et tout le monde a en tête ces océans de plastique qui choquent tout le monde. Donc Bubble It, c'est plutôt une start-up qui offre un produit hyper intéressant. Alors enfin, on se demandait comment finalement toutes ces tendances vont pouvoir résister à la crise. Alors évidemment, vous regardez, vous ouvrez n'importe quel journal aujourd'hui, on parle que d'inflation, on parle d'une inflation alimentaire à peu près à 10%, qui est sans doute supérieure dans les autres pays. On dit que ça va être pire en 2023, on parle de crise énergétique, on parle de rupture, on parle de crise des transports, etc., etc. Donc le tableau, il est assez sombre. Quand on parle d'une baguette à 1,40 €, on se dit zut, évidemment, ça pique.
Donc, évidemment, dans un contexte de pression économique forte, le prix va évidemment s'inviter au premier chef des critères de choix pour le consommateur. Quand on est contraint par le budget, on n'a pas d'autre choix que de faire attention. Donc oui, le prix, malgré les attentes fondamentales qui iraient vers beaucoup plus de bio, de naturalité, de local, etc., il est évident qu'à court terme, on va avoir ce sursaut et un regain d'attention pour les marques premier prix, pour les MDD, pour le hard discount, etc., etc. Ça, c'est évident. Pour autant, j'aimerais juste rappeler que le poids de l'alimentation dans le budget des ménages, aujourd'hui, c'est 15%. Donc 15%, c'est finalement beaucoup moins. Il y a quelques années, on était à 30%. Hein. Donc en fait, peut-être que le consommateur va aussi se rendre compte que c'est les arbitrages qu'il doit faire sur son budget ne sont pas forcément à faire sur l'alimentation, mais peut-être sur d'autres postes. Et si on regarde la manière dont les budgets ont évolué depuis quelques années, on est essentiellement sur davantage de portables, de box Internet, de Netflix, etc., etc. Donc peut-être que les arbitrages ne seront pas que sur l'alimentation. Pour les producteurs, il va falloir, on ne peut pas ignorer, d'un côté, l'inflation des coûts de production, et deux, l'incapacité du consommateur à payer beaucoup plus. Donc il va falloir aussi être capable de réviser les recettes, de réfléchir et de capitaliser sur des produits qui sont tout simplement bons, finalement, c'est-à-dire des ingrédients simples, pas forcément chers, mais qui sont naturellement goûteux et naturellement sains. Donc ça, c'est certainement le travail qui attend les entreprises pour les prochaines années. Donc les audacieux, c'est ceux qui seront capables de justement être présents et de déjà prendre un train d'avance sur les autres avec des offres qui répondront à ces attentes consommateurs. Je vois Charlotte qui arrive, ça veut dire que le temps est écoulé peut-être ? Possible. Bon. Je vous remercie tous. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Nicolas.